Louis Marguerite, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes député de Saône-et-Loire, vous êtes proche de Bruno Le Maire, on va en parler. Et vous êtes donc chargé, on l'a compris avec Annabelle, de simplifier les normes. Un mot pour commencer sur la cérémonie de la réception hier à l'Élysée pour les 80 ans du CRIF. Le président Macron a rappelé son attachement à la lutte contre l'antisémitisme en croissance dans notre pays depuis le 7 octobre. Même chez vous, en Saône-et-Loire, dans une zone rurale, on voit l'antisémitisme rôder. Oui, c'est très inquiétant et je pense que le président de la République a eu raison de le rappeler. Il faut le combattre sous toutes ses formes, partout sur le territoire. Et moi, j'ai eu effectivement, notamment à Montceau-les-Mines, des tags il y a quelques semaines sur quelques immeubles. Donc c'est évidemment très inquiétant. On l'avait jamais vu d'ailleurs. C'était pas spécialement un endroit qui était connu pour cela. Donc voilà, donc c'est très inquiétant. On a évidemment, et j'imagine que vous l'avez aussi sur votre antenne, des témoignages de gens effectivement qui changent leur nom, ne font plus apparaître leur nom pour éviter. Exactement, donc c'est très inquiétant, oui. Défendre et aimer Israël, a ajouté le président, ce n'est pas souscrire à tous les choix du gouvernement du moment. C'est un propos qui a été perçu contre Netanyahou. La France est avec Israël, mais contre Netanyahou, c'est cet équilibre qu'on cherche ? En tout cas, on rappelle évidemment le droit absolu à Israël de se défendre, qui a été, je le dis, sauvagement agressé et attaqué par une organisation terroriste. Et c'est bien de remettre les mots, et même si on l'a beaucoup entendu, il faut le redire partout où c'est, parce qu'on sait que ce n'est pas unanime, notamment au sein de l'Assemblée nationale. Et puis effectivement, dire que le droit absolu à Israël de se défendre, c'est pas avec n'importe quelle règle, n'importe quelle pratique. Donc effectivement, il y a eu quelques sujets de débat. Moi, j'ai pas tous les éléments pour forcément tous correctement les commenter, mais je crois que c'est important de le dire. Et puis voilà, c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant, quoi. Et par ailleurs aussi, pensez bien évidemment aux otages. Ça a été rappelé juste avant que nous commencions l'interview. Alors Annabelle le disait aussi, vous êtes chargé d'un rapport sur la suppression des normes, en tout cas la diminution du nombre de normes dans d'autres pays. Elle avait mis la musique de Mission Impossible, c'est comme ça que vous le prenez ? Oui, alors c'est d'abord, tout le monde nous a dit, oui, ça va être encore un coup d'épée dans l'eau, c'est à chaque fois on en parle, vous allez voir ce que vous allez voir, le choc de simplification, tout ça on l'a entendu sur le terrain. J'ai évidemment rédigé avec 4 autres de mes collègues parlementaires que je salue ce rapport, et on a fait une 50aine de réunions publiques. Et à chaque fois, tous les chefs d'entreprise, et en particulier ceux des très petites entreprises, les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux, nous ont tous dit, mais aidez-nous, quoi, faites-nous gagner du temps. Nous avons l'impression, nous comprenons la mission de l'administration parce qu'elle est là aussi pour réguler, pour accompagner, parfois pour sanctionner aussi certains comportements, mais ils ont l'impression qu'ils ont face à eux, soit via un formulaire, soit parfois via le contact qu'ils ont, des gens qui par ailleurs font dans la plupart du cas un bon boulot, mais des gens qui n'ont pas le sentiment de vouloir les aider. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est essayons d'avoir des mesures, mettons en place des mesures qui vraiment simplifient la vie de ceux qui ont un rapport avec l'administration tous les jours. Ces mesures, c'est supprimer beaucoup de choses ou c'est simplement demander à l'administration de présenter les choses autrement ? Alors il y a deux choses. D'abord, tout n'est pas du niveau législatif. J'insiste, il y a aussi des sujets d'ordre réglementaire, d'ordre de la bonne pratique. Il y a des sujets des normes actuelles, comment on les simplifie. Il y a parfois des normes qui sont contradictoires entre elles. Il y a par exemple le mode de calcul des salariés n'est pas uniforme selon le code qu'on utilise, le code de la sécurité sociale ou le code de commerce par exemple. Et puis il y a aussi tout ce qui est processus de la production de la norme. Ça c'est très important parce que les tests d'impact que nous faisons jusqu'à présent ne sont pas assez précis, ne sont pas assez aboutis. Et c'est ça que nous souhaitons mettre en place avec cette idée d'un test entreprise, d'un test PME, d'un test TPE, c'est-à-dire des vrais utilisateurs, j'allais dire des vrais gens d'une certaine façon, qui viendraient pour regarder si telle loi, tel décret, peut-être telle circulaire, vraiment est opérationnel et applicable pour eux. Produire de la norme, ça se fait parce qu'on a des fonctionnaires. Est-ce que la seule solution pour avoir moins de normes, c'est pas d'avoir moins de postes de fonctionnaires, de réduire la quantité de fonctionnaires, plus 59 000 encore l'an dernier ? Je sais pas s'il y a un lien direct entre ces deux quantités, parce que on voit bien qu'il y a un certain nombre de grandes missions de l'État sur lesquelles nous avons besoin de postes, les enseignants, bien évidemment, dans nos hôpitaux, etc. Donc je crois que déjà le débat il est pas direct. Il y a beaucoup de sujets d'organisation et de culture administrative. Il y a une administration que je connais bien pour avoir été en poste à Bercy, qui est la direction générale des finances publiques, qui, et ça a pris des années, a changé son mode de relation avec, j'allais dire, l'usager en tout cas, et nous sommes tous au contact du service des impôts, soit via Internet, soit parfois en direct, et je n'entends plus beaucoup de personnes qui critiquent en tout cas ce service parce qu'ils peuvent envoyer un message, ils peuvent envoyer un message sans avoir le risque d'avoir un contrôle fiscal le lendemain, etc. Donc on a cette perception que les choses qu'on a un peu envie d'aider, ou en tout cas un petit peu envie d'accompagner. Et c'est ça, cette culture-là que nous souhaitons diffuser. C'est ce que nous avons voulu écrire dans notre rapport avec ces 14 propositions.
Quand est-ce qu'elles arriveront sur le terrain? Quand est-ce que l'exécutif les reprendra? Eh bien, cette loi est en cours de préparation. On était encore en réunion avec les équipes ministérielles hier. Donc, on est sur une préparation avec une loi qui arrivera d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale pour le courant du mois de juillet. Donc, c'est un exercice important. Et j'insiste, il y aura l'exercice de la loi pour cet été, mais il y aura ensuite, après, toute la mise en application. Et c'est ça qui est extrêmement important pour s'assurer que ça change vraiment et que les gens ont vraiment l'impression qu'on essaie de les aider. Donc, début 2025, des résultats concrets? Alors, pour les mesures les plus simples, ce sera dès la rentrée de septembre, parce qu'il y a des choses qu'on peut d'ores et déjà supprimer. Par exemple, tout ce qui est délai de recours. On ne touche pas au fait qu'on puisse recourir lorsqu'on a une contestation, mais on réduit les délais. On essaie de faire en sorte que les délais se cumulent les uns avec les autres pour pas perdre de temps globaux, notamment quand il y a des projets importants. Donc, on continue le travail qu'on a mis en place. Donc ça, c'est opérationnel dès septembre-octobre. Et puis après, dès qu'on change les formulaires, etc., ça s'étalera dans le temps. Poutine sort renforcé de la séquence électorale en Russie. Est-ce que ça va peser, cette crainte existentielle, sur les élections européennes? En tout cas, c'est un élément de débat et je crois que le président a eu raison la semaine dernière de recadrer le sujet, de refixer les enjeux et de dire deux choses. D'abord, nous ne sommes pas une puissance belligérante. C'est extrêmement bien. Nous ne sommes pas une puissance offensive, nous ne sommes pas une puissance d'attaque, même si on aurait les moyens de le faire, mais ce n'est pas la position de la France. En revanche, on n'est pas une puissance qui se laisse faire. Et le président l'a rappelé, il faut s'attendre à tout. Et je crois que c'est important de le redire. Donc, bien sûr, négocier la paix. Je pense qu'on nous tous et tous ceux qui nous écoutent souhaitent la paix, souhaitent que la paix revienne en Ukraine. Je rappelle, 2000 km de nos frontières, donc on ne se parle pas de quelque chose qui est théorique. Mais ça commence par la Russie mais ça commence par la Russie qui a eu une agression contre toutes les règles et tous les usages du droit international. Et donc de dire, si cette escalade continue, alors oui, on ne s'interdit rien. Et c'est ce que le président a voulu rappeler. Donc être honnête, c'est pas forcément des discours toujours simples à entendre, mais c'est le redire. Mais pour bien négocier, il faut avoir les moyens de bien négocier. Et c'est ce que le président de la République a voulu rappeler. C'est une manière de dire aux Français aussi, ne votez pas pour le Rassemblement national ami de Poutine aux européennes, votez plutôt Renaissance. Je crois objectivement pas qu'il était dans quelque chose d'électoraliste lorsqu'il s'est adressé aux Français. Il était dans sa fonction de président de la République, de chef des armées aussi, parce qu'il y a aussi ce sujet qui est posé. Quant à la position du Rassemblement national sur la Russie, tout le monde sait très bien qu'ils sont extrêmement ambigus, pour ne pas dire autre chose sur cette question. Leurs liens avec la Russie sont absolument avérés et ils ne sont pas clairs. Et d'ailleurs, ils se sont abstenus sur la motion que nous avons votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale et d'ailleurs assez largement adoptée au sein de la représentation nationale. Pour aider l'Ukraine. On le disait, vous êtes proche de Bruno Le Maire qui publie un livre, La Voix française, chez Flammarion, un essai sérieux sur les réformes qu'il faut faire dans notre pays. Éric Zemmour, dans le Figaro ce matin, dit « Bruno Le Maire donne une aspirine à un mourant ». Est-ce que le ministre de l'économie n'est pas dépassé par la dégradation de l'économie? Bon, d'abord, les allégations de Éric Zemmour intéressent à peu près personne. Donc, il veut des économies budgétaires partout. Oui, non, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Ce que dit Bruno Le Maire dans son ouvrage, c'est d'abord dire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ce qu'on a fait, au-delà de toutes les mesures, je vais pas les cataloguer, c'est donner de la stabilité. Ce que reconnaissent toutes les entreprises, et pas uniquement que les chefs d'entreprise, même les salariés, c'est qu'on a donné de la stabilité et de la visibilité. Et ça, c'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Notamment fiscale. Mais notamment fiscale, et pas seulement. Et ce qu'on a fait, d'ailleurs, allait plutôt dans le sens de la simplification et de l'assouplissement. Donc ça suffit pas, mais en tout cas, ça, c'est un premier point. Dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que 2024 est une année charnière. Une année charnière parce que c'est une année où il y a énormément de changements, vous l'avez rappelé, géopolitique, on etc. serre la vie sur les budgets, voilà. surtout. Et est-ce qu'il reste à faire à court et moyen terme? Et c'est ce que Bruno Le Maire, avec sa stature d'homme d'État, qui est très claire et reconnue par tous, a voulu faire dans cet ouvrage. À court terme, on va durcir encore les conditions d'assurance chômage pour aller vers le plein emploi? En fait, l'objectif, c'est pas, entre guillemets, de se faire plaisir en disant on va aller encore plus loin pour faire quelque chose de très dur. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire on est arrivé à un plancher, une forme de plancher à 7% du chômage, et c'était pas gagné d'ailleurs, hein, je rappelle. Hein, moi, je suis né en 1984, donc j'ai connu d'une certaine façon le chômage de masse, 10, 11, 12%, la France malade de l'Europe, donc on est à 7%. Et pour autant, on n'arrive pas à passer en dessous à 6, à 5. Le plein emploi est plutôt à 5 ou 4. La réalité, c'est que nos systèmes sociaux font d'une certaine manière en sorte que le chômage se stabilise à 7%. Donc comment on fait pour que l'emploi soit meilleur que le non-emploi? Je dis pas que c'est un choix d'être au chômage, je dis en revanche que parfois il y a des conditions où c'est à peine plus intéressant d'aller travailler que de ne pas travailler. Et ça, c'est vrai. Et sur le terrain, on me le dit à Chalon-sur-Saône comme à Montceau-les-Mines. L'État protecteur doit remplacer l'État-providence, dit-il dans son livre. Qu'est-ce que c'est un État protecteur? L'État protecteur, l'État-providence, c'est une notion un peu divine, d'une certaine façon, pour ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Et donc, il y a un côté un peu, finalement, il va toujours se passer un miracle dès qu'on a un problème. Et c'est vrai qu'on a tous un peu, les 30 dernières années, dès qu'il y avait un problème, on se tourne vers l'État. Le quoi qu'il en coûte, c'est ça. Vrai, on se tourne vers sa famille ou vers l'État. Mais
quelle que soit la situation que l'on vit. On se tourne vers l'État chez le préfet dans un département ou chez un ministre au niveau national. Donc l'État-providence, il y a une notion un peu de toute façon, tout va arriver et tout va bien se passer à la fin. L'État-protecteur, c'est toujours garder cette notion de protection avec notre modèle social parce que ça, on y est fondamentalement attaché. Il n'est pas question de changer massivement les curseurs, mais en revanche, c'est d'avoir un discours de vérité sur la gratuité. C'est pas une vue de l'esprit. En fait, la gratuité, ça coûte. C'est paradoxal de dire ça, mais c'est la réalité. Et de le dire, oui, il faut que nous ayons un modèle social qui soit soutenable. Et actuellement, il y a des risques qui ne soient pas soutenables. Donc c'est ça que Bruno Le Maire a voulu dire. Jusqu'à aller à un référendum sur la protection sociale, il l'envisage. Moi, je crois que sur quelques grands choix, ça fait longtemps qu'on a peu de référendums. Je rappelle, moi, j'en ai vécu un seul, c'était celui sur la Constitution européenne en 2005. Et depuis, c'est vrai qu'on est parvenu directement aux Français. Donc je pense que sur quelques très grandes questions structurantes, parce que l'assurance chômage, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour les Français et les Françaises, et en particulier ceux qui nous écoutent. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que sur ces grands choix, alors effectivement, il puisse y avoir une consultation. Donc pourquoi pas ? Il faut que les questions soient bien orientées, parce que la question de savoir ce que vous voulez moins de protection, je pense évidemment, que les gens répondront non. Mais en revanche, il faut qu'on ait ces choix. Donc il faut que la question soit bien posée pour les référendums. Est-ce que ce livre est le premier pavé pour construire la voie vers une candidature Le Maire en 2027 à la présidentielle ? Alors, je crois qu'il a été très, très clair dans son interview de dimanche matin. Ce n'était pas un acte de candidature à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est dans 3 ans. Et nous sommes engagés, gouvernement, majorité, auprès d'Emmanuel Macron. Mais il sera là. Il va peser avec ses idées ou sa personne. C'est un homme d'État. Ça fait 7 ans qu'il est à la tête de Bercy. Il a été ministre entre 2007 et 2012. Et donc, je crois que chacun lui reconnaît ses qualités, les décisions difficiles qu'il a eu à prendre pendant la crise Covid. Moi, j'étais auprès de lui à l'époque. C'est pas simple d'accepter de mettre autant d'argent dans l'économie. Donc, non, là, il est vraiment dans une démarche de moi, en tant qu'homme d'État, je suis aux manettes de l'économie française et je prends aussi un peu de recul pour montrer ce qu'il y a à faire dans les prochains mois. Vous pensez qu'une primaire, ça sera la bonne solution pour départager les successeurs de Macron ? C'est pas évident parce que la primaire, ça a des avantages, c'est que ça peut rassembler plus de monde, plus largement que j'allais dire ceux qu'on retrouve les militants, les sympathisants des partis. On l'a vu dans la primaire de la droite et du centre en 2016. Pour autant, ça peut un peu polariser, cristalliser le débat, donc c'est pas évident. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette miracle. Louis Marguerite, eh bien merci et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier, on vous retrouve demain avec votre invité Jean-Louis Thieraud, député LR.